Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Alors je suis Thibaut van der Overmeulen. Vous avez compris que je suis belge, de surcroît flamand, donc néerlandophone à la base, de là le petit accent. Quand même présent depuis 5 ans en France, donc je travaille bien mon accent et ça va de mieux en mieux. Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc Orientation Emploi, c'est une nouvelle plateforme associant formation et emploi. Elle s'adresse à un très grand et large public. C'est une plateforme qui héberge un salon virtuel qui est ouvert d'une façon permanente. Donc ce salon sera ouvert de façon permanente et va s'agrandir petit à petit. Et donc on y retrouve différents acteurs de l'éducation. On y retrouve aussi un catalogue de formation. Et bientôt, on trouvera aussi un job board où les entreprises auront la possibilité d'une part, de se présenter via un stand et de parler des métiers qu'ils proposent au sein de l'entreprise, et ils pourront poster des offres de stage, alternance et emploi. De là le nom orientation emploi. On s'est rendu compte que finalement, pour des jeunes ou des moins jeunes, c'est pas toujours évident de faire un choix d'études. Ils n'arrivent pas à se projeter vers le futur. Alors se projeter vers un métier, c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des études, mais qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire par la suite. Donc c'est la raison d'être de Orientation Emploi. Et puis, Orientation Emploi héberge également un centre de conférence qui permet de proposer un large panel de webinaires. Alors je devrais dire permettra parce que là on commence et donc on va s'adresser tant au B2B que à les premiers visiteurs, les tout jeunes de 15 ans qui, parce que oui, à 15 ans, certains font déjà un choix d'études et un choix des métiers et donc à ce moment-là, bon, les webinaires sont adaptés à ce public-là. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Joly-Bellocci qui nous parlera sur le thème politique RSE et dialogue social. Quel levier d'action pour les entreprises? Alors, elle est présidente de Mediatis MCF et en fait, la présentation, elle se base sur 20 ans d'expérience dans le secteur immobilier et bancaire, tant en tant que risk manager et également elle maîtrise bien les enjeux de la communication. En fait, la présentation va durer 40 minutes et après, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, il y a deux moyens de poser les questions. Soit vous le faites d'une façon classique avec le chat, soit vous avez la possibilité de cliquer sur la petite main en dessous, c'est l'icône en dessous. Et là, à ce moment-là, on vous donne la parole et vous serez visible et vous pourriez développer votre question. Donc voilà, je crois qu'on est prêt pour écouter Caroline Joly-Bellucci. Donc je vais me retirer de l'estrade et donner donc la plateforme à Caroline. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation très claire. Moi, je suis ravie de vous retrouver. En plus, c'est le premier webinaire, donc j'inaugure cette série que je pense nombreuse et qui, je l'espère, attirera un large public. J'ai déjà été Thibaut, qui m'a demandé d'intervenir. Je trouve que la plateforme, effectivement, orientation emploi, a toute son utilité, particulièrement au regard des besoins d'orientation et puis des besoins de formation qui sont largement partagés ou par des nouveaux entrants dans le monde du travail ou par des acteurs qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle mais qui ont envie d'évoluer et de peut-être se reconvertir ou en tout cas d'évoluer vers de nouveaux métiers. Alors, un petit mot de présentation avant de vous partager mon PowerPoint auquel vous aurez accès. Thibaut vous l'a dit, il sera partagé et vous aurez accès à l'intégralité des slides que je vais vous présenter, qui font à peu près une vingtaine de pages. J'ai essayé d'être relativement synthétique et pouvoir aussi laisser la place à des échanges après. Un petit mot, quelques minutes pour vous expliquer mon parcours. Donc Thibaut vous l'a dit, j'ai 20 ans d'expérience moi en entreprise. J'ai une formation initiale d'avocat conseil en entreprise. J'ai un 3e cycle en droit des affaires et fiscalité que j'ai passé à l'université de Nancy 2 et j'ai passé mon diplôme d'avocat dans la foulée l'année d'après avec cet objectif de travailler en
entreprise. Je n'avais pas vocation à exercer en libéral, c'était mon choix à ce moment-là. Donc 20 ans en entreprise, en tant que risk manager, j'ai démarré chez Ernst Young, bureau de Nice, où je faisais essentiellement du droit du travail. Et puis après, j'ai voulu revenir à ma discipline plus large de l'ensemble des aspects de droit des affaires. Et donc, j'ai travaillé pendant 13 ans à Monaco en tant que directrice juridique d'un grand groupe immobilier qui avait des incidences évidemment en local à Monaco, mais aussi en France. Et puis, j'avais une dimension risque manager et gestion du personnel dans ces fonctions-là. Et puis, une dernière expérience de 5 ans au secteur bancaire en France, en tant que responsable d'un service contentieux. Tout ça pour vous dire que depuis 4 ans, j'ai quitté le monde du salariat, justement pour mettre en avant toute cette expertise de la gestion interne des entreprises et puis aussi, explorer la dimension du conflit, mais plutôt sous un angle de prévention, hein. Et donc, j'utilise maintenant largement dans le conseil que j'exerce auprès des entreprises et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mon expérience pratique du dialogue social dans l'entreprise, les outils de médiation. Je suis médiateur professionnel, médiateur auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et médiateur qu'on appelle conventionnel, hors cadre judiciaire, dans les entreprises et préventeur des risques dans les entreprises, avec un focus particulier sur la prévention des risques psychosociaux et toute la dimension de la santé mentale en entreprise. Voilà, rapidement expliqué. J'ai pris ce temps-là pour que vous compreniez quel peut être mon apport en termes d'expertise dans le cadre de ce webinaire et aussi vous transmettre finalement une orientation possible peut-être pour vous dans votre réflexion personnelle, pourquoi pas. Je vais vous partager maintenant donc à l'écran le PowerPoint. Voilà, normalement, il doit s'afficher. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, l'objectif de cette présentation webinaire, c'est de s'intéresser sur un des enjeux de la RSE qui est le dialogue social. Et j'avais envie de démarrer par cette réflexion d'Henry Ford sur se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Et donc, les enjeux de RSE, à mon sens, en tout cas, c'est l'optique moi que je vais vous développer dans ce webinaire, c'est justement quels sont nos objectifs communs dans cette démarche RSE pour l'entreprise, pour les collaborateurs, parce que je reste persuadée que les objectifs sont communs, comment on les fait se rejoindre et puis surtout comment on réussit à faire cohabiter, ce qui me semble essentiel, l'efficacité professionnelle et l'investissement, on va dire la motivation des collaborateurs avec les enjeux de développement économique et de performance économique des entreprises. Pour moi, avec ma pratique au quotidien, c'est à chaque fois mon objectif quand j'interviens et je trouve en tout cas que ces deux notions-là sont complémentaires et sont compatibles si on envisage la RSE dans un élan de solidarité et sous l'angle de la communauté de l'entreprise, la communauté que représentent les collaborateurs et les dirigeants d'entreprise. Donc, je voulais, vous l'avez compris, ma petite déformation de mon ancienne formation juridique, je voulais quand même qu'on repose quelques notions sur le cadre, très succinctement, quelques notions sur le cadre juridique de la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est un concept qui a émergé sous l'élan de la Commission européenne en 2011, qui en donne pour la première fois une définition. Ce concept est destiné à soutenir l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales, environnementales et économiques au sein de leurs activités et dans leurs interactions avec leurs partenaires. Donc, nous verrons, là, il y a deux enjeux sur l'organisation interne et les interactions avec les partenaires. Nous, ce qui va nous intéresser essentiellement sur ce volet social et le dialogue social, ça va être évidemment l'organisation interne. Qu'est-ce qui peut se passer au sein même de l'entreprise ? Alors, je suis restée sur une démarche volontaire. C'était le principe initial. Il n'y a pas de notion de contrainte en matière de RSE.
Petit point de précision quand même, la loi Pacte du 22 mai 2019 nous dit quand même une prise en considération, une obligation de prise en considération pour toutes les entreprises de 3 piliers des dimensions économiques, sociaux et environnementaux dans leurs activités et l'impact de ces 3 piliers dans la société et leur environnement de travail interne et partenaires. Donc nous avons ces 3 piliers-là, ça c'est sur la dimension européenne et les impacts en droit français. On a en parallèle une norme internationale qui est la norme ISO 26000, qui est une norme qui a été en fait établie par un organisme qui vient normer de manière internationale ces règles de bonne conduite. Il n'y a pas de dimension de contrainte là non plus sur la norme ISO 26000. Elle pose en fait, cette norme, les axes majeurs de la démarche RSE et elle met en avant 7 thèmes centraux. Les 7 thèmes centraux de cette démarche RSE et de ces recommandations internationales, au-delà du positionnement européen, au-delà du positionnement plus contraignant de la loi Pacte en droit français, les 7 thèmes centraux sont les suivants: la dimension environnementale, la dimension des droits humains, la gouvernance de l'entreprise, les relations et les conditions de travail, l'intérêt local, le territoire, la dimension du rapport avec le client ou le consommateur, et puis enfin la dimension de la loyauté des pratiques. Ça, c'est pour les 7 thèmes centraux. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce webinaire, c'est le focus sur la dimension des relations et conditions de travail, qui pourront faire peut-être quelques incursions sur la dimension des droits humains et évidemment de la gouvernance de l'entreprise. On verra cet aspect-là et on verra comment, selon quelle modalité. Le volet social de la RSE, on arrive au cœur de notre sujet, c'est des objectifs centrés sur la dimension de la qualité de vie au travail et des conditions de travail et la dimension du dialogue social. Alors, en France, la dimension de la qualité de vie au travail a un petit peu évolué avec un accord national interprofessionnel qui date de décembre 2020, qui remplace le terme de QVT par le terme de QVCT pour replacer un focus vraiment sur la dimension des conditions de travail, ne pas oublier la dimension pratique des conditions de travail, ça c'est l'enjeu du dialogue social, elle est complètement sur ce sujet-là. Et puis, cet accord national interprofessionnel, il a été soutenu par la loi santé au travail. Donc là encore, santé au travail, ça reste une préoccupation majeure dans cette dimension RSE. La loi santé au travail qui, elle, date du 2 août 2021. Donc, toutes ces dispositions-là sont entrées en vigueur au 31 mars 2022. Donc, vous voyez, ce sont des éléments d'apport conceptuel très récents et dont les entreprises doivent se saisir, dont les futurs employés doivent se saisir et dont les collaborateurs eux-mêmes doivent se saisir dans le fonctionnement interne de l'entreprise parce qu'on est vraiment sur cette interdépendance et sur cette solidarité, pour moi, du bien-être de chacun qui résonne en termes de bien-être collectif et donc de performance économique collective. Dans cette dimension de QVCT, je vous le redis, il y a la dimension des conditions de travail, il y a la dimension plus générale du bien-être au travail. Ça, je vais m'y attarder un petit peu parce que le concept est plus difficilement appréhendable. Conditions de travail, je pense que tout le monde comprend de manière très concrète quelles peuvent être les conditions de travail, les conditions matérielles, horaires, lieu de travail, dimension du télétravail, etc., etc. La dimension du bien-être au travail, elle est plus difficilement appréhendable, donc je m'y attarderai de manière un peu plus approfondie dans les slides qui vont suivre. La motivation et la fidélisation des salariés, là, c'est tous les enjeux que nous pourrons peut-être développer dans le cadre des échanges sur l'engagement des collaborateurs, la dimension du recrutement. Je sais que le recrutement est extrêmement difficile, quels que soient les secteurs d'activité en ce moment. Ça, c'est un levier intéressant de performance. On était sur quel levier d'action? La dimension de travailler le dialogue social ou sa marque employeur sur la dimension des conditions de travail et de l'état d'esprit social de l'entreprise, c'est un levier de recrutement et de fidélisation des talents.
la dimension de l'égalité professionnelle et la dimension de tous les aspects de non-discrimination. Justement, je vous disais, pour moi, le dialogue social est intimement lié à la qualité du lien social. On en a eu un écho, malheureusement avec les événements du covid et toute cette période où, pour les particuliers et les entreprises, il y a eu une dimension de distanciation qui s'est mise en place. Le lien social, la qualité du lien social, elle est fondamentale pour créer un bon environnement de travail et si possible un environnement de travail en présence. Ce qui n'empêche pas de pouvoir organiser un mode de travail hybride, mais l'intérêt pour tout collaborateur et un intérêt direct pour sa santé, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, c'est pas moi, il y a des statistiques là-dessus. La qualité du lien social et la possibilité pour les collaborateurs d'avoir un temps de présence régulier, défini, dans de bonnes conditions dans l'entreprise, même s'il y a un mode hybride de fonctionnement, comme je l'ai dit, est essentiel. L'OMS nous dit: l'existence et la qualité des liens sociaux sont essentiels pour l'équilibre de l'être humain et a fortiori pour l'équilibre de l'entreprise et le bien-être des collaborateurs qui la composent. Donc il y a un véritable enjeu à préserver pour l'employeur et pour les collaborateurs la qualité de ce lien social, de travailler la dimension de la communication claire, directe, transparente, active dans l'entreprise parce que il y a une incidence directe, et moi je le vois en travaillant ces sujets-là, il y a une incidence directe sur ce sujet qui doit être un sujet majeur de préoccupation dans les lignes stratégiques des entreprises pour apporter de la cohésion au groupe et influer positivement sur le climat de travail qui en sera de ce fait grâce à la bienveillance instaurée. Bienveillance, c'est faire attention à l'autre. Voilà, ça va générer un levier de productivité, ça s'est démontré, et un levier de fidélisation aussi des collaborateurs, surtout sur les nouvelles générations qui cherchent de plus en plus à avoir une prise en considération de leur parcours personnel, à avoir une prise en considération de leurs besoins d'évolution et aussi qui ont besoin de feedback régulier et ces outils de dialogue social, individuel ou plutôt collectif, on peut le traiter aussi sous un format de service ou interservice, a un impact très très important, surtout pour tous les collaborateurs, mais particulièrement pour ces jeunes collaborateurs, ces jeunes générations qui sont en demande de ça. Donc c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir sur cette dimension du webinaire, en tout cas un élément que je veux vous faire passer en priorité, c'est cette dimension de ne pas négliger la valeur du dialogue social sur la cohésion de groupe. Éthique et engagement, c'était justement en lien avec ce que j'ai anticipé, c'était justement de mettre en avant la performance économique en lien direct et conditionné par le degré de motivation des collaborateurs. Il y a un sentiment d'appartenance au groupe qui est à travailler. Il y a un sentiment de reconnaissance qui est à travailler. Il y a un sentiment de performance individuelle qui doit rejoindre la performance collective. Le rattachement à une entité sociale qui porte des valeurs éthiques fortes. Alors là, je mets délibérément un accent sur des valeurs éthiques fortes qui sont d'une part clairement définies en amont, par différents outils dont je vous parlerai et que moi je pratique, qui sont largement définis et clairement définis en amont, si possible dans une dimension de co-construction. C'est ça l'intérêt, une dimension participative des collaborateurs, clairement définie en amont, clairement posée et concrètement respectée. Ça, c'est vraiment aussi très important d'avoir cette correspondance, non seulement dans la définition, prendre ce temps de définition et ce temps de concertation, mais pouvoir faire vivre les valeurs qui auront été définies, cette éthique de l'entreprise, cette raison d'être de l'entreprise, les valeurs que l'entreprise souhaite porter, sa marque employeur, de l'avoir non seulement définie, mais de la faire vivre au quotidien le plus régulièrement possible par des actions pratiques et concrètes, et que ça ne soit pas une simple vitrine, un simple affichage qui n'est pas de vie et d'action au quotidien. Donc, je vous l'ai dit, la dimension de la co-construction des valeurs de l'entreprise, c'est déjà cette dimension du dialogue social. C'est déjà revenir à cette dimension de partie prenante
au projet entreprise des parties prenantes qui sont toutes engagées à des niveaux hiérarchiques différents, avec des niveaux de responsabilité différents, mais tous ont un intérêt à pouvoir s'y adjoindre et à pouvoir la construire. Et donc, c'est cette dimension de pouvoir agir sur son environnement de travail, ça c'est essentiel pour se sentir rattaché, pour se sentir appartenir. C'est ce dont je vous parlais sur la dimension du sentiment d'appartenance qui est essentiel et qui va venir fidéliser. À partir du moment où l'ancrage dans l'appartenance à l'entreprise est travaillé et solidifié, et renouvelé, les collaborateurs vont avoir un temps de réflexion plus important à l'idée de pouvoir partir de cette structure dont ils se sentent appartenir. Le dialogue social, c'est l'ambiance de travail, donc c'est en lien de manière encore plus détaillée avec ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu du travail vient influer sur leur perception de leur propre qualité de vie au travail. Dès lors que je suis impliquée et que je suis impliquée dans une bonne condition et que je sens que je peux parler, que je suis autorisée à parler, à livrer ma parole et que cette parole peut être entendue, si possible reconnue, je vais développer un sentiment positif quant à l'ambiance de travail autour de moi et à mon implication dans cette ambiance de travail et au rôle que je peux jouer dans cette ambiance de travail. Là, on touche vraiment à la dimension du sens. Et on a beaucoup entendu sur différents réseaux et supports, que ce soit des articles d'autres webinaires ou des émissions radiophoniques, télévisées, cette quête de sens actuellement et la recherche pour la globalité des salariés d'un sens à ce qu'ils font et de la définition de leur rôle. On est complètement là-dedans quand on s'intéresse à la qualité de vie au travail en termes d'ambiance de travail et qu'on implique les salariés en leur disant « vous jouez un rôle dans la définition de cette ambiance de travail ». Qu'est-ce que l'ambiance de travail? Rapidement, c'est la dimension de la qualité de l'information partagée, la qualité des relations de travail, cette fameuse qualité des liens sociaux dont je vous parlais, le dialogue social réel, actif et bienveillant et toute la dimension de la qualité de l'environnement physique et moral de travail. Là, on arrive sur cette dimension vraiment de santé au travail dont je veux vous parler et qui est au cœur de mes sujets, mais j'ai l'impression au cœur de sujets de beaucoup de salariés et beaucoup de dirigeants d'entreprise en ce moment. La qualité de vie au travail, la définition de l'Organisation mondiale de la santé, d'abord, elle date de 1994. C'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Donc vous voyez, c'est un concept à tiroir en quelque sorte, cette dimension de qualité de vie au travail. Ça dépend prioritairement de la perception d'un individu, donc c'est là aussi la difficulté de l'appréhender parce que chaque individu est unique et va venir poser avec sa propre construction psychologique et ses propres besoins du moment, sa propre perception individuelle de son environnement de travail. Et puis, elle est grandement liée avec sa relation, la relation de l'individu lui-même, avec ses objectifs, ses attentes et ses inquiétudes du moment. L'Organisation internationale du travail a elle-même posé une définition conjointement avec l'OMS sur la dimension, cette fois, de la santé au travail. On sort du concept général de qualité de vie au travail pour venir plus précisément sur un des items en lien avec la dimension du bien-être physique et mental, c'est la santé au travail. Qu'est-ce qu'on entend par santé au travail ? La définition qui est posée, elle nous renvoie à un état de bien-être complet. Un état de bien-être complet, ça veut dire un état de bien-être qui intègre la dimension de la santé physique, qui intègre la dimension de la santé mentale et qui intègre la dimension de la santé sociale.
Et ça ne consiste pas simplement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il y a pas la santé, elle se définit pas, en référence à l'existence d'une pathologie. La santé au travail, elle est définie de manière positive dans une globalité. On est sur une dimension, systémique en fait, hein, de cet état de bien-être, physique, mental et social. On va voir la difficulté pour l'entreprise d'appréhender ce sujet, et puis, de pouvoir non seulement l'appréhender, mais de pouvoir s'y connecter de manière régulière pour prendre en quelque sorte le pouls de l'ambiance de travail dans l'entreprise et aussi être, je vous l'ai dit, ma formation d'avocat m'a amenée à gérer beaucoup de contentieux ouverts. Mon activité, de médiateur maintenant, et de préventeur m'oriente plutôt sur des sujets de prévention primaire. Comment fait-on pour anticiper ces risques, à partir du moment où on anticipe, alors prévention primaire, c'est aux premiers signes précoces, hein, de détection des premiers signes de tension. Comment, fait-on pour que cette prévention primaire ait un impact positif sur la suite? Et bien, tout simplement, plus la prévention est anticipée, moins les impacts, ou les impacts seront carrément, écartés. Par chance, certaines fois, la prévention permet d'éviter des conséquences, ou à minima, en tout cas, d'en atténuer les conséquences graves. Donc c'est vraiment un enjeu, important, hein, que de se préoccuper de cette dimension préventive. Justement pour permettre au rouage de l'entreprise de continuer à être fluide et qu'il y ait pas un petit grain de sable qui vienne se mettre justement, dans ces rouages et viennent perturber le fonctionnement quotidien. On sait à quel point, ces petits grains de sable peuvent venir à un moment donné paralyser, l'outil de travail, venir paralyser un collectif de travail et les conséquences, en seraient, évidemment, extrêmement sérieuses. Les enjeux pour l'entreprise, justement, petit focus, je m'attarde pas beaucoup parce que je reste dans cette dimension d'une co-responsabilité, d'une co-solidarité. Il y a pas de dimension, il y a une dimension contraignante pour l'entreprise et il y a évidemment une responsabilité renforcée pour l'employeur et les personnes qui sont, en délégation, de management pour la direction de l'entreprise. Mais la responsabilité ne pèse pas que sur l'entreprise. Pour moi, il y a aussi un enjeu de la responsabilité des collaborateurs de se saisir individuellement de ce sujet et de pouvoir aussi faire vivre ce dialogue social à leur niveau. Mais, je m'attarde quand même quelques minutes parce que le droit français est fait de cette façon-là, avec cette dimension contraignante, voilà, c'est quand même notre façon de fonctionner, voilà, au niveau de notre société. C'est que la contrainte, permet des comportements correctifs et positifs. L'employeur a l'obligation, ça ce sont les dispositions du code du travail, article L 41-21-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés. Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée. Concrètement, l'action de l'employeur ou des managers en charge des équipes s'oriente sur 3 axes majeurs. Les actions de prévention, des risques professionnels, donc on est vraiment sur la démarche de prévention, celle dont je vous ai parlé juste à l'instant. Ça peut être soutenu également par des actions d'information et de formation, ce que je développe moi-même beaucoup, hein. J'ai la démarche préventive, mais les actions de formation pour les développer au quotidien, je vois aussi, la portée vraiment directe que ça peut avoir et puis, l'organisation, une organisation qui est, consultée régulièrement avec la mise en place de moyens adaptés pour répondre notamment, aux enjeux des conditions de travail. Ça, c'est vraiment, la dimension du dernier, accord national interprofessionnel de décembre 2020 dont je vous parlais, la QVCT, l'organisation, les moyens adaptés, largement en lien avec les conditions de travail. Ça, c'est pour, le cadre, légal et réglementaire, on va dire, de quels enjeux sur la dimension du volet social de la politique RSE.
Donc je pense que, à ce stade-là, on est tous d'accord pour reconnaître, l'importance majeure du volet social, non pas que le volet économique ou le volet environnemental ait moins de portée, mais en tout cas, le volet social ne doit pas venir comme une sous-catégorie des 2 volets que sont l'environnement et la dimension économique. C'est pour moi un enjeu majeur d'autant plus au regard du contexte actuel sur, l'état de santé physique et mentale des collaborateurs, l'état de santé physique et mentale des dirigeants. Il y a une vraie urgence à pouvoir se parler dans l'entreprise. Ça me fait ma transition sur les outils de facilitation. Je vais arriver sur les outils, que moi j'utilise au quotidien, qui me paraissent pertinents et efficaces sur cette dimension pratique de comment on aborde cette dimension du dialogue social. La médiation préventive, je vous en parle en priorité parce qu'on est sur un outil qui permet d'avoir recours à une personne extérieure à l'entreprise, qui est un expert formé sur les techniques de communication, qui a une approche experte du conflit et qui sait aussi comment positionner le dialogue social sur des enjeux majeurs, notamment par des techniques de questionnement et de prise en compte des besoins et de libération de la parole. C'est un mécanisme qui représente une souplesse d'intervention, une rapidité d'intervention. Voilà, quand c'est un conseil extérieur qui peut se déployer à tout moment et à un coût maîtrisé. On est sur des coûts en termes de conseils, en termes de médiation préventive, sur des coûts qui restent raisonnables parce que l'idée, c'est d'avoir ponctuellement recours à cette tierce personne extérieure qui va venir par une attitude neutre et impartiale et par une expertise aussi, parce que ces sujets de qualité de vie au travail, de harcèlement, de prévention des risques psychosociaux, de discrimination en entreprise, d'égalité professionnelle, tous ces sujets-là sont des sujets sensibles et qui nécessitent une expertise particulière pour réussir à les aborder dans de bonnes conditions. Les objectifs, toujours, quand le médiateur vient en médiation préventive, c'est qu'il n'y a pas forcément conflit ouvert, il n'y a pas forcément d'enquête harcèlement ouverte, si on va sur ce sujet-là, mais des premiers signes de grippage du fonctionnement ou de tension relationnelle qui ont été détectés. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir recours à cette médiation comme un des outils de gestion ou de management de l'entreprise et d'y avoir recours justement le plus tôt possible dès que les premiers signes de tension sont détectés. Pourquoi ? Parce que l'escalade du conflit, alors c'est pas notre sujet directement, mais l'escalade du conflit s'instaure pour le coup très très rapidement. Si les sujets ne sont pas abordés, ils vont venir grossir et venir faire boule de neige dans l'entreprise. Et un sujet qui paraît une tension relative qui n'est pas désamorcée tout de suite va venir alimenter le conflit et peut-être venir impacter l'entreprise de manière beaucoup plus grave s'il n'est pas traité, dès son apparition. Donc les objectifs de la médiation, c'est évidemment pacifier le dialogue ou restaurer une communication qui est peut-être altérée, préserver une communication qui est en train de s'altérer, libérer les points de blocage, instaurer un système d'écoute réciproque et puis permettre une autodétermination des participants à la médiation, c'est-à-dire faire ce dont je vous parlais en préambule sur la dimension de qualité de vie au travail, redonner une responsabilité aux parties en tension dans la co-construction de leurs solutions pour sortir de la difficulté. Et en travaillant sur cette autodétermination des participants, c'est directement ce que fait la médiation, on arrive à retrouver un équilibre commun et surtout, chaque participant à la médiation redevient confiant en sa capacité à surmonter les difficultés et à surmonter notamment les points de tension et à les surmonter de manière définitive. C'est ça l'intérêt de la médiation. On pourra peut-être y revenir si ça vous intéresse de manière un peu plus approfondie dans les questions. Sur les outils de facilitation du dialogue social, je voulais vous évoquer aussi un outil que j'utilise sur lequel je suis appelée, alors non pas directement comme médiateur, on n'est pas directement sur un processus de médiation qui relève
d'un mode de fonctionnement très spécifique. On est là plutôt sur l'animation d'espaces de discussion, donc avec un rôle, là encore, de prévention qui peut venir soutenir la dimension du dialogue social et peut-être soutenir ce qu'on appelle les négociations collectives obligatoires, annuelles, triennales, quinquennales, etc. Venir travailler de manière plus régulière des thématiques que les salariés ont envie de porter ou que le dirigeant d'entreprise peut avoir lui aussi envie de porter. Donc ce sont des espaces de discussion collectifs qui peuvent souvent inclure des services, des métiers ou intermétiers, interservices. On est plutôt en petit effectif. Et l'idée, c'est de travailler sur des sujets d'organisation du travail, sur de la dimension concrète des conditions de travail, possiblement avec l'appui du management, hein, des managers en charge du périmètre. L'objectif, là, il est vraiment sur traiter une thématique bien définie pour laisser la parole aux collaborateurs sur leur expérience pratique de leur fonction et pouvoir émettre, toujours dans une dimension de co-construction, pouvoir émettre ensemble avec l'appui du préventeur qui anime les espaces EDD, pouvoir lister dans une écoute réciproque les axes d'amélioration et entériner des actions concrètes à mener à court terme dans toujours cet esprit de collaboration. Ça, c'est un outil, l'animation des espaces de discussion qui est vraiment de plus en plus déployé, qui a, à mon sens, une certaine efficacité. Dans les outils de facilitation du dialogue, je vous parlais de la médiation préventive. Les EDD, eux aussi, sont plutôt sous un angle de prévention primaire des risques. La médiation de projet, elle vient, donc c'est un type de médiation que je pratique, elle vient soutenir la coordination de projet. Elle s'inscrit plutôt sous l'angle d'un management de projet qui n'est pas que traité en interne, mais qui est facilité par la coordination externe et interservice. Alors là, pour le coup, la médiation de projet, elle peut viser tout l'effectif de l'entreprise. Elle peut même viser des relations inter-entreprises. Ça m'est arrivé d'avoir à traiter le travail de la relation entre fournisseurs, entre une entreprise et ses fournisseurs ou ses sous-traitants. Elle est intéressante pour ça. Elle vient renforcer le mode de gouvernance et l'intérêt du médiateur qui est amené à coordonner le projet, c'est qu'il va venir travailler spécifiquement les enjeux de communication. Il va venir consolider le climat de confiance. Il va venir, par son expertise, libérer la parole pour lever toutes les difficultés, avoir un diagnostic exhaustif des difficultés et des contraintes réelles rencontrées par les collaborateurs. Et puis l'intérêt toujours de cette personne extérieure, c'est cette neutralité, cette objectivité, cette impartialité dans le recueil des besoins et puis dans la fixation du calendrier d'intervention. Le DUERP, rapidement, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Là, on reste sur un outil interne à l'entreprise qui peut être soutenu en externe par un conseil expert, mais c'est plutôt un document qui est géré en interne par l'entreprise, qui est des fois peut-être un peu délaissé, surtout par les TPE, mais qui est obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, dès qu'il existe un salarié dans l'entreprise. Le DUERP, il est intéressant parce que rempli régulièrement dès les premiers risques qui apparaissent ou dès les premières anticipations de risques, il vient vraiment soutenir aussi la dimension du dialogue social sur les sujets qui nous intéressent, la santé et la sécurité des salariés dans l'entreprise. Donc, ce document unique d'évaluation des risques professionnels, il doit être mis à jour régulièrement, il doit exister déjà, hein.
il peut avoir une forme matérielle ou dématérialisée, mais en tout cas, il a l'obligation d'exister dans toutes les entreprises et il doit être mis à jour régulièrement et au moins une fois par an dans les entreprises de plus de 11 salariés. Et il vient lister justement les événements anticipés ou réels et leurs impacts et les mesures correctives sur cette dimension de prévention des risques physiques et mentaux dans l'entreprise et la dimension de la sécurité dans l'entreprise. Quelques slides encore pour terminer ma présentation. Je voulais mettre un focus particulier sur une action de formation qui sont les premiers secours en santé mentale. Je vous l'ai dit quand j'ai retracé rapidement le cadre contraignant, le cadre légal et réglementaire pour l'entreprise en termes d'action de soutien à la santé et la sécurité des collaborateurs, la dimension formative, l'importance de pouvoir déployer des actions de formation. Ce programme Premier secours en santé mentale, il peut être déployé, alors moi je suis formatrice accréditée, c'est un programme national soutenu par le ministère de la Santé et l'Agence régionale de santé. Notre accréditation en France date de 2017-2018. C'est un programme australien qui vient d'Australie, qui a été créé en Australie il y a 20 ans, en 2000, par deux médecins, dont un couple de médecins, dont une femme médecin qui est elle-même sujette à des troubles psychiques et qui avait envie de mettre en place une méthodologie pratique pour pouvoir être en détection primaire, ce dont je vous parlais, en prévention précoce de ces premiers signes. Cette formation, elle est utile, elle peut venir soutenir le dialogue social sur la QVCT dans l'entreprise, elle peut être utile pour les membres du CSE, elle peut être utile pour les délégués syndicaux, elle peut être utile pour un dirigeant d'entreprise, elle peut être utile pour tout collaborateur dans l'entreprise. L'intérêt, c'est de pouvoir éveiller les consciences sur cette détection précoce de ces premiers signes de défaillance en santé mentale qui peut arriver à n'importe qui. On est tous égaux sur ce sujet-là. On peut tous, à un moment donné, avoir une fragilité liée à un contexte particulier, liée à une ambiance de travail. Et l'idée, c'est une démarche citoyenne pour pouvoir être conscient de sa propre santé mentale et aussi, surtout, être en capacité de pouvoir aider et accompagner quelqu'un qui pourrait être sur le point de développer un trouble psychique, être en situation de trouble psychique et venir finalement l'aider pour une prise en charge, en tout cas une orientation médicale, et puis lui permettre aussi d'avoir d'une part une déstigmatisation sur sa situation et puis surtout une prise en charge médicale rapide qui va venir limiter l'impact de cette difficulté passagère qui développe et qui va venir impacter son travail. Donc ce programme de formation, moi je le trouve très pertinent et je voulais vous en parler parce que je sais qu'il est pas suffisamment connu encore, même si on a atteint dans le monde les 6 millions de secouristes il y a très peu de temps. Et en France, nous sommes à peu près à 75 000 secouristes formés. Donc le programme prend de l'ampleur, mais je voulais mettre un petit focus sur ce sujet-là. D'une part parce que je trouve ce programme qui est un format court et très pratique, de 2 jours de formation, je le trouve très pertinent, très efficace. Et parce que je me rends compte que ça vient vraiment, on me le demande de plus en plus, j'interviens de plus en plus sur ce format de formation. Et que ça ça permet de travailler par le biais formatif le sujet de la qualité de vie au travail. Donc ça, je voulais mettre un petit focus sur cette dimension-là. Et donc, on était dans le partage des leviers d'action concrets et pratiques. Celui-là en est évidemment un très directement. Un dernier mot sur raison d'être de l'entreprise et société à mission. Quand je vous parlais d'éthique sur la dimension RSE et la dimension du volet social RSE,
on entre complètement sur cette définition, de la raison d'être de l'entreprise. Quelles sont les valeurs portées par l'entreprise? Le lien direct, avec le cadre législatif de la loi Pacte du 22 mai 2019. Donc, c'est vraiment cette dimension de définir un projet collectif de travail à long terme. Pour quelles valeurs? Quel est le sens de tout ça? Quelle est la raison d'être de mon entreprise? Et quelle est la marque employeur que je souhaite mettre en avant? Et dans le prolongement, de cette raison d'être, hein, qui s'inscrit dans les statuts, des entreprises, hein, la raison d'être, les valeurs portées, il y a la possibilité, d'aller jusqu'à cette dimension de la société à mission où, la raison d'être repose sur des valeurs, mais vient définir de manière encore plus précise un ou plusieurs objectifs environnementaux, sociaux, sociétaux que l'entreprise, se donne pour mission à titre personnel de poursuivre dans le cadre de son activité. Donc cette dimension de la société à mission, les statistiques sont bonnes, hein, ça se développe de plus en plus, notamment principalement dans les entreprises de services, mais pas que, hein, il y a une large diffusion, sur l'importance de pouvoir, peut-être aller vers de plus en plus de sociétés à mission. Dernier mot avant de vous passer la parole sur performance économique et soft skills. Je ne pouvais pas, quand j'évoque cette dimension de communication claire, transparente, je ne peux pas, vous quitter sans vous parler de la communication bienveillante ou la communication non violente et la dimension de la gestion humaine des équipes. Le forum économique de Davos en 2018 ou 19 de mémoire a mis un focus sur les compétences professionnelles de demain et nous propose une classification des 10 compétences clés à avoir pour un collaborateur en entreprise. Dans ces 10 compétences clés, il reste une part aux compétences techniques, hein, à ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques directes, mais il y a une montée en puissance des compétences douces, des soft skills, des compétences psychologiques et comportementales, qui sont là encore un enjeu majeur de société et un enjeu majeur d'entreprise. En quatrième place de ce top 10 arrive précisément la gestion humaine des équipes. Je crois de mémoire juste derrière la dimension de la créativité. Et un peu plus bas, en sixième position, la dimension de l'intelligence émotionnelle. Donc on est complètement, quand on se parle de dialogue social, on est bien sur ce premier mot qui est le dialogue, qui est donc la communication, et donc l'importance aussi de former les équipes à ces outils de communication qui vont venir soutenir les actions concrètes que l'entreprise veut mener et les obligations auxquelles elle veut répondre. Donc là encore, si vous avez envie de développer ce point de la CNV, ce sera très volontiers. Je termine en vous disant, en citant Nelson Mandela, c'est vrai que le cadre et les enjeux peuvent paraître importants, que cette dimension de la qualité de vie au travail, du dialogue social, de la perception que les salariés peuvent avoir de leur ambiance de travail, ben, ce sont des sujets difficiles à maîtriser, des fois difficiles à appréhender. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils méritent tous ces sujets-là un temps de réflexion, un temps d'accueil régulier dans l'entreprise et que ça peut se faire, ça peut vraiment se mettre en place. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ça, c'est ce que nous dit Nelson Mandela. Donc, je voudrais terminer ma présentation sur cette dimension-là. C'est la prise d'initiative, l'engagement, la volonté, l'engagement moral de vouloir bien faire. C'est déjà un excellent début pour réussir à mettre en place des actions concrètes qui vont venir soutenir l'activité de l'entreprise, qui vont venir fidéliser les talents, qui vont venir soutenir la performance économique. À partir du moment où on a cette envie et qu'on s'en donne les moyens, beaucoup de choses sont possibles et on peut vraiment déplacer des montagnes. Je le vois au quotidien sur des sujets qui peuvent être vraiment tendus et difficiles. Donc je voulais terminer sur cette note positive, sur notre prise d'initiative, notre solidarité, notre co-responsabilité sur ce sujet-là, et puis notre interdépendance. Notre interdépendance en tant que maillon de l'entreprise, mais notre interdépendance, si on analyse la dimension RSE, plus globalement sur la dimension sociétale, notre interdépendance
macroéconomique, systémique au niveau de l'entreprise et de ses partenaires, mais aussi au niveau de la société plus globalement, et puis au niveau de l'échelle de la planète. Mais ça, on entrerait sur des sujets de RSE, sur des aspects environnementaux qui ne sont pas mon sujet aujourd'hui, donc je m'en arrêterai là. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, dans mon PowerPoint, juste un dernier mot. Vous aurez mes coordonnées, comme vous l'a dit Thibaut. Vous pouvez aussi me retrouver comme exposant sur la plateforme Orientation Emploi. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'approfondir certains sujets, si vous avez des interrogations complémentaires. Ce sera effectivement très volontiers. Donc, vous avez mes coordonnées dans le PowerPoint. Voilà, je vais arrêter le partage et je vais laisser la main à Thibaut Voilà. pour peut-être des questions. J'espère Voilà. avoir respecté le timing, Thibaut. J'ai essayé Oui, d'être oui, 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 on a commencé un petit peu plus concise. tard, donc du coup, Voilà, on a ajouté quelques minutes. oui. En attendant, quelques questions. Alors, vous avez 2 possibilités, soit vous posez les questions via le chat, soit vous pouvez intervenir directement, et à ce moment-là, il suffit de lever, la main en cliquant sur, l'icône, et puis on vous donnera la parole. Vous montrez comme moi ici sur l'estrade, et donc vous pourriez, développer votre question. Donc, en attendant peut-être, une première question, est-ce que la RSE a un impact positif sur la marque employeur et le recrutement de nouveaux collaborateurs? Bon, je sais plus ou moins quelle sera la réponse, mais je la pose quand même. Très bien. Merci Thibaut. Oui, je vais répondre à cette question. Bon, j'en ai un petit peu parlé évidemment mais peut-être beaucoup parlé dans mes développements. C'est intéressant de revenir sur cette dimension parce que je sais que les entreprises, pour les côtoyer au quotidien, sont vraiment dans cette inquiétude du recrutement. Et la fidélisation des talents, ça va être un enjeu majeur. Il y a pouvoir finaliser le recrutement, ça c'est le premier enjeu. Puis après, il y a la dimension d'investir sur ce candidat, de pouvoir le former en interne et de pouvoir le garder un certain temps, si ce n'est un temps significatif. Dans l'entreprise. La dimension de la marque employeur, elle a un impact direct euh, dans cette dimension RSE, sur ce dont je vous ai parlé, la raison d'être de l'entreprise, donc la définition des valeurs. La dimension d'une charte RSE, par exemple, peut être extrêmement intéressante à travailler en entreprise à partir du moment où, je vous l'ai dit, ça n'est pas une charte RSE élaborée de manière unilatérale et qui vient de manière verticale et descendante s'imposer aux collaborateurs, mais qui est vraiment travailler en co-construction et qui est animé sur le site de l'entreprise pour donner aussi envie peut-être à des collaborateurs de revenir rejoindre l'entreprise. Là, j'ai pas sorti les dernières statistiques, mais elles sont extrêmement élevées de ce critère RSE et valeurs éthiques de l'entreprise dans le choix des candidats formés et compétents pour venir rejoindre l'entreprise. Ça devient, on est sur les leviers de performance et les leviers d'efficacité professionnelle pour l'entreprise. C'est un sujet majeur en ce moment. Il était déjà extrêmement important par le passé, mais là, on a un focus, un renforcement particulier et une attention particulière pour les entreprises à porter sur cette dimension-là. Donc, on est sur la plateforme orientation emploi. Je pense qu'on peut s'en parler vraiment très directement. Si des candidats nous écoutent, ils vont se reconnaître. Et si des entreprises ont cette question en tête, je confirme que c'est un sujet à prendre dans son entièreté. Très bien, merci. J'ai une autre question en attendant. Je ne sais pas si une personne, veut poser une question. Si je ne vois pas de questions pour le moment, ben, du coup, je repose une deuxième question. Oui. Comment savoir si une entreprise est une entreprise à mission? Oui, alors les entreprises à mission, elles sont listées. Ça relève des statuts de l'entreprise, je vous l'ai dit, hein, les statuts qui sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il y a vraiment un traçage des sociétés à mission. Je vous avais sorti quelques chiffres. On va peut-être pouvoir s'en parler un peu plus précisément. Je reprends juste
mes notes sur ce sujet-là. Voilà, on a des chiffres qui datent de décembre 2022. En France, on a passé le seuil des 1000 sociétés à mission, donc c'est quand même un seuil significatif. C'est la communauté des entreprises à mission qui a publié un baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission, donc un baromètre a priori qui a vocation à être annuel. Donc, on est sur une évolution très, très rapide. Les sociétés à mission ont quintuplé en 2 ans et presque doublé en un an. Donc, on est vraiment sur un élan majeur. 660 000 salariés travaillent désormais dans une société à mission, soit 22% de plus en un an. Donc c'est vraiment se saisir des enjeux environnementaux, sociétaux, sociaux. On voit que ça a un impact. En tout cas, l'entreprise comprend qu'elle doit être à l'initiative de ces changements-là, de ces transformations-là. La loi Pacte était d'ailleurs sur cet état d'esprit-là, hein, transformation de l'entreprise. Donc on retrouve cette dimension-là. 78% dans les secteurs du service sont des sociétés à mission, donc environ 789 entreprises. Secteur du commerce qui a pris un bond énorme en 2022. 67 entreprises, on était à 67, ça s'est passé à 123. Et on a toujours un petit retard des entreprises du secteur de l'industrie. Voilà, donc, et notamment des secteurs qui pourraient avoir des enjeux environnementaux forts, notamment les secteurs de l'énergie et du transport logistique. Pour l'instant, dans le baromètre, on nous indique qu'il y aurait un petit retard par rapport à ces sujets-là. Mais comme l'industrie est en plein développement en France, ça ne peut qu'augmenter dans le futur. En tout cas, on le souhaite. Bon, les autres secteurs se saisissent de ce sujet, Oui, notamment la tech, hein, tout ce qui est tech, conseil, informatique, finance, médico-social. Hein. Médico-social, il y a des vrais enjeux à se saisir. On ne peut pas parler évidemment par sectorisation, mais le secteur médico-social, il y a vraiment de gros enjeux à pouvoir aussi se saisir de ces problèmes, enfin de ces valeurs sociales et de l'enjeu d'une société à mission. j'avais une autre question. Vous avez parlé du fait que les personnes, quand ils font un choix d'entreprise, ils vont regarder ces éléments-là, mais Oui. comment est-ce qu'elles vont évaluer cela? Parce qu'elles ne connaissent pas l'entreprise. Est-ce qu'il y a une labellisation ou est-ce Oui, qu'il y a une autre façon, plus, je ne sais pas, via les réseaux sociaux, communication, les alors nouvelles, par exemple? oui, tout à fait Thibaut. Ben, c'est tous les enjeux des différents réseaux de communication. Ça va être ils vont recouper les informations pour être au plus près. Et puis après, il y a aussi cette dimension de la réputation de l'entreprise et des témoignages peut-être de salariés qui sont passés par ces structures. Ça joue aussi. Le premier critère, ça va être ces labels RSE, ces labels RSE engagé. Bon, il y a plusieurs organismes indépendants qui proposent de se faire labelliser, AFNOR, Veritas, enfin d'autres organismes certificateurs. Donc ça peut être effectivement un premier critère. Et puis après, ça va être ce dont je vous parlais, ça va être la communication de l'entreprise par des actions concrètes sur leur site internet, des vidéos, des mises en situation, des témoignages, etc. Quand je vous parle de faire vivre les valeurs, ça passe aussi par tout ce réseau de communication de l'entreprise où là, il est difficile, si on est sur des actions concrètes, il est difficile de pouvoir tromper l'interlocuteur en face. Il va pouvoir concrètement vérifier que l'action mise en avant a bien été réalisée, qu'elle a eu l'impact annoncé, etc., etc. Et puis l'organisme certificateur est là aussi pour vérifier la crédibilité, les impacts réels, l'efficacité. Donc, et puis ce dont je vous parlais, c'est la réputation, la e-réputation, on peut parler de ça, Mmh. des entreprises, avec les jeunes connectés et les réseaux sociaux maintenant, voilà. Il y a cette Oui, dimension-là ouais. aussi qui joue. Je posais aussi cette question par rapport aux petites entreprises qui naturellement, Ouais. voilà, sont dans des autres situations et où la Mmh. communication sera importante et surtout peut-être Oui, la communication des salariés quelque part, le oui, bien-être de salariés qui tout à fera fait, en sorte tout à qu'une fait. réputation se construit aussi de cette façon-là.
Exactement. C'est vraiment aussi, le collectif de travail, hein, Oui, qui peut parler, qui peut, et puis, les actions de communication directe sur tous les événements qui sont organisés, la dimension associative, enfin tous ces sujets-là, les dimensions d'événements environnementaux, hein, ramasser les déchets par exemple sur les plages, ça peut être soutenu par des TPE, par des oui, PME, les grands groupes évidemment, mais ça peut être aussi un levier, pour montrer la bonne volonté de l'entreprise et son engagement. tout à fait. Je ne vois qu'il y a pas d'autres questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette intervention, cette première intervention sur la Oui, plateforme Orientation Emploi. Donc, ça a quand même une valeur en plus, puisque vous pouvez mettre le 1. oui, Et puis, le tout sera en replay. Donc, toutes les personnes auront de toute façon la possibilité de réécouter cette présentation. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Caroline, pour cette merci. présentation. J'ai Et été puis, ravie. remercier également toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Voilà. Bonne Merci beaucoup soirée à tout Thibaut le monde et et à très merci. bientôt et je reste disponible si, voilà, il y a des interrogations complémentaires évidemment, comme vous l'avez dit Thibaut. Merci et bonne soirée à tout le monde.